que vous m'entendez bien? Bon, très bien. Donc moi je suis Jean-François Canen, je dirige une partie de la R&D groupe pour Ingenico autour des solutions en magasin, autour des terminaux. Alors quelques mots pour faire comprendre le contexte de notre projet. Ingenico, alors je pense que beaucoup d'entre vous ont l'expérience de saisir un code de PIN sur des terminaux Ingenico dans leur magasin. Mais peut-être pour compléter cette idée que vous pouvez avoir du groupe Ingenico, on est en fait le leader mondial de solutions d'acceptation de paiement dans le monde. Donc on a 2 milliards de chiffre d'affaires, on est présent dans presque tous les pays. En fait, la R&D est principalement basée en France, mais aussi dans beaucoup de sites de par le monde. On est présent dans 170 pays. Et en fait, le chiffre d'affaires français représente de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires global du groupe. Donc une présence globale dans le monde entier. Et on fait aujourd'hui 70% de notre chiffre d'affaires sur de la vente de matériel, le terminal de paiement que vous connaissez, mais 30% de notre activité aussi dans le service. Dans le service, parce qu'au-delà du terminal, on fait plein de choses pour supporter et fournir aux marchands des solutions qui simplifient le paiement tout en améliorant l'expérience du consommateur, l'expérience d'achat. On considère que le paiement est un élément important de l'expérience utilisateur ou l'expérience consommateur dans le commerce. Et on fournit beaucoup de services et de solutions, non seulement de façon traditionnelle dans le in-store, donc le paiement en magasin, le commerce en magasin, mais aussi le commerce en ligne, avec du paiement en ligne, du paiement en mobilité, et de façon à proposer la meilleure expérience utilisateur pour les consommateurs et la meilleure efficacité, productivité pour les marchands. Alors si on considère le paiement en magasin, les solutions en magasin, on a aujourd'hui 30 millions de terminaux de paiement qui sont déployés dans le monde. On a des connexions, puisqu'on assure la communication avec les banques, avec plus de 1000 établissements financiers. Et de façon importante, il faut reconnaître que on supporte 300 méthodes de paiement différentes. Mais la particularité du paiement, c'est qu'il y a énormément de spécificités, pays par pays et instrument de paiement par instrument de paiement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce qui justifie le fait qu'on a plusieurs dizaines de centres de R&D répartis dans le monde. On a une R&D groupe, mais aussi une R&D dans beaucoup de pays pour traiter les spécificités du pays en termes de régulation, en termes de protocole avec les différentes banques, en termes de conditions réglementaires différentes d'un pays à l'autre. Et donc une très très grande diversité dans les solutions à mettre en œuvre, parce qu'il y a un vrai challenge d'avoir un bon niveau de fourniture de solutions qui soit commune à tous les pays et une personnalisation, une adaptation nécessaire géographie par géographie. Voilà. Alors, pour parler du projet Couchbase, d'abord quelques mots sur notre stratégie de solutions en magasin. En magasin, le commerce en magasin, le commerce physique, aujourd'hui est en pleine transformation pour un certain nombre de raisons. Par exemple, 3 raisons principales, le e-commerce, la mobilité et les technologies cloud. Le commerce sur Internet permet un accès instantané à l'ensemble du marché avec des catalogues produits sans limite, et cette activité, ce commerce-là, croît de 20% par an. Comment peut se situer le commerce physique en regard de l'invasion de grands acteurs tels que Amazon qui ne cessent de grossir? Deuxièmement, aujourd'hui, la technologie est abordable pour tout le monde. Chaque consommateur a un smartphone dans sa poche, chaque marchand, chaque vendeur a un smartphone dans sa poche ou dans sa main. Et ça peut changer fortement la façon d'acheter et la façon de vendre. Enfin, avec les technologies cloud, ça devient très très simple pour un marchand, même de petite taille, pour un commerçant même de petite taille, d'avoir accès à des fonctions qui étaient avant réservées aux grandes entreprises. Prenons juste un exemple, le CRM. Il y a quelques années, seules les grosses entreprises étaient en mesure de se payer, entre guillemets, un projet CRM qui était coûteux, important, et donc toutes les entreprises ou tous les business qui n'avaient pas une certaine taille n'avaient pas accès à ce type de fonctionnalité avancée. Aujourd'hui, avec le cloud,
n'importe quel marchand peut avoir de façon très économique des solutions très sophistiquées dans le cloud, dans la gestion d'inventaire, dans la gestion de produits, dans la gestion de clients. Ça change complètement la donne. Enfin, ça donne un certain nombre d'opportunités pour répondre aux enjeux de la montée du commerce électronique. Et donc, on se retrouve dans une situation qui se transforme avec au départ un business relativement simple et clair. Le rôle d'un magasin, c'était de proposer des produits dans la main du consommateur. Je vais dans ce magasin, il y a des produits, je le prends et je l'enlève. Et du coup, la responsabilité principale du commerçant, c'était de faire venir des consommateurs dans son magasin, de remplir les rayons et d'accepter le paiement correspondant à un produit disponible qui est choisi par le consommateur et on s'en va avec. Aujourd'hui, face au e-commerce, face à l'achat à partir d'un mobile, face au showrooming qui permet à n'importe qui de voir quelque chose d'intéressant en magasin et de le commander sur Internet dans la même minute, le commerce physique doit se réinventer pour tirer parti des avantages qu'il a intrinsèquement, et en particulier l'expérience de conseil, l'expérience consommateur qu'il peut fournir. Les plus grands exemples qu'on peut voir, et les plus emblématiques, c'est les Apple Store, qui ont été conçus pour proposer aux consommateurs, aux fans de Apple, une expérience incomparable par rapport à d'autres marchands. Et donc nous, en face de ça, on se dit, il faut fournir des solutions intégrant des devices multiformes dans le magasin et fournissant des services cloud permettant de consolider l'activité en magasin, de reconnaître les consommateurs quand ils se présentent dans l'un ou l'autre des magasins d'un propriétaire de business, et donc, derrière tout ça, de fournir un certain nombre de services cloud qui permettent de gérer cet environnement multiforme, permettant une logique ATAWAD, anytime, anywhere, any device, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, pas seulement en ligne de caisse, mais peut-être dans le magasin, ou peut-être à la périphérique du magasin, et avec n'importe quel device, parce qu'on pense que dans un magasin, il y aura cohabitation de différentes formes facteurs, le terminal de paiement qu'on connaît habituellement, mais aussi ce qu'on appelle un mobile POS, un smartphone avec un add-on qui permet d'accepter un paiement et qui permet à des vendeurs de faire de la vente et de l'encaissement dans le rayon, et puis des caisses plus intégrées, telles que celui que j'ai montré à gauche. Donc, face à ça, on fournit un ensemble de solutions où on dit notre dernière génération de terminaux, elle accepte des applications de paiement, mais elle accepte aussi des applications business, encaissement, donation, fidélité, achat d'une solution de transport. Et tout ça, c'est dans un écosystème qu'on met dans ce qu'on appelle notre marketplace, qui permet à des fournisseurs tiers de proposer des services additionnels et donc de la création de valeur autour du paiement, mais aussi des solutions de mobile POS, donc comme j'expliquais, un terminal de paiement associé à un smartphone. Et ce n'est pas simplement une autre fondation technologique pour faire un terminal de paiement, c'est surtout comment faire un meilleur point de vente parce qu'on utilise les technologies mobiles, permettant par exemple un réel conseil du vendeur en rayon, une information à jour sur la disponibilité en stock, l'élargissement de gamme, parce que si la référence n'est pas tenue dans le magasin, on peut la commander sur Internet, et bien évidemment une intégration avec les boutiques en ligne et une vue consolidée pour le marchand sur son activité dans l'ensemble de ses magasins et l'ensemble de ses boutiques web s'il en a. Donc, typiquement, notre logique d'un point de vente intégré, elle est basée sur des tablettes et des technologies mobiles, tablettes et smartphones. C'est permettre dans un écosystème ouvert aux marchands de choisir l'application qui va bien pour son métier et pour son business, compte tenu de sa maturité, sur le CRM par exemple, compte tenu des exigences de son métier, permettre aux fournisseurs d'applications de fabriquer des killer apps, des applications ciblées qui vont être très différenciantes, et décharger l'éditeur de logiciels de toutes les fonctions techniques d'intégration, par exemple du paiement, mais de gestion du barcode, de l'imprimante, etc. L'intégration de nos services cloud et l'intégration des services cloud du partenaire. Par exemple,
si je suis un consommateur et que je souhaite recevoir mon ticket de vente sur mon adresse mail, je vais donner mon adresse mail au commerçant, eh bien, on va consolider cet ensemble d'adresses mail permettant de faire du email marketing assez simple pour le marchand et selon les choix du marchand. Donc voilà un peu le programme général dans lequel on est embarqué, une logique où on veut simplifier l'intégration des différentes fonctions qu'il y a dans le magasin. Notre rêve, vous avez tous entendu parler de la domotique avec des boîtes qui permettent d'intégrer tous les devices dans un habitat au service des occupants de cet habitat. Notre volonté, c'est d'être la boîte d'intégration qui permet d'intégrer tous les objets connectés du magasin. Alors, pour parler de notre implémentation de Couchbase, le premier projet qui nous a permis d'utiliser ou pour lequel on a choisi d'utiliser Couchbase, c'est un projet qui s'appelle le Merchant Service Hub, qui est donc un ensemble de services cloud qui fournissent des services pour les marchands. Alors on est dans une logique où on vise le petit commerçant. Hein. Le commerce est très diversifié entre le retail organisé avec les grandes chaînes de distribution qu'on connaît tous, et puis à l'autre extrémité des petits commerçants, par exemple la boulangerie de votre quartier. Donc pour nous, ça correspond à deux grands marchés assez différents, le retail organisé d'un côté et le petit commerce de l'autre. À part quelques géographies qui font exception, telles que l'Allemagne ou la Belgique, on ne vend pas directement aux petits commerçants. On vend aux banques qui vendent elles-mêmes aux commerçants. Et c'est cette cible-là qu'on adresse dans le Merchant Service Hub. C'est donc une solution pour aider nos clients banquiers à aider leurs marchands, en tirant parti du terminal de paiement tel qu'il est aujourd'hui existant dans le magasin. Et donc ce hub de service, sa première ambition, c'est de fournir du reporting et de l'analyse de l'activité pour le commerçant. Quelle est mon activité? Comment je peux la comparer à celle d'hier, à celle du même jour, le mois d'avant ou l'année d'avant? Si j'ai plusieurs magasins, comment je peux comparer mon activité commerciale dans tel ou tel magasin? Si j'ai plusieurs formats, dans nos démonstrations, on utilise le cas d'un traiteur-restaurateur libanais qui a à la fois des restaurants avec une chaîne premium et une chaîne, je dirais, régulière, des food trucks et un service de traiteur. Mais comment il peut consolider toute son activité? Comment on peut l'aider à gérer mieux les tickets de vente et les tickets de paiement? Aujourd'hui, les gens ont une logistique importante de garder, suivant les différents pays, c'est une obligation pendant plus ou moins longtemps, de garder tous les tickets de paiement. Donc si on peut les numériser pour lui, si on peut les garder de façon électronique plutôt, eh bien ça sera plus facile pour lui. Et puis on a un ensemble d'API qui permettent de fournir des services à valeur ajoutée. Fidélité, accès à des wallets, accès à des moyens de paiement alternatifs, etc., etc. Et on fournit ça en tant que service managé, c'est une solution cloud. Et donc, on l'opère dans différents data centers de par le monde. Alors, juste pour vous donner une idée, c'est évidemment un service qui est disponible sur tout type de terminaux en responsive design. Et vous voyez là, sur la home page, pour un commerçant, il voit quelle est son activité en termes de vente heure par heure, en nombre de transactions, le montant associé, le panier moyen, et puis il peut faire un certain nombre d'autres analyses. Il peut suivre ses clients, suivre quels sont les clients qui sont nouveaux, à comparer quelle est l'activité qu'il a avec des clients nouveaux, à comparer avec des clients que l'on connaît déjà et qui reviennent en magasin, etc., etc. Donc, des tableaux de bord qui lui permettent de consolider son activité. Alors, du point de vue architecture, on est sur cette cible-là, sur des gros parcs en nombre de marchands et en nombre de terminaux. On a commencé cette solution pour la région Asie-Pacifique avec des premiers clients qui sont des gros établissements bancaires dans leur pays qui ont des parcs de plusieurs centaines de milliers de terminaux et donc plusieurs dizaines de milliers de marchands. Donc on a un vrai défi de scalabilité, très grand nombre de terminaux qui augmentent tous les jours
et en face de différents niveaux de connectivité, des réseaux IP jusqu'au réseau téléphonique, et du coup, un grand nombre de transactions par seconde. On a testé notre système jusqu'à 500 transactions par seconde. Et ça, il faut pouvoir le faire de façon économique, parce que c'est vendu, ça dépend des pays, mais c'est vendu, disons, de l'ordre de quelques euros, 1 ou 2 euros par mois et par terminal de paiement. Donc il faut avoir une logique économique dans cette offre. Donc on a conçu cette solution comme une gestion de traitement de flux. Les terminaux nous envoient des éléments de transaction, de vente, et c'est un grand flux émis par un grand nombre de terminaux qu'il faut capturer pour ensuite en faire une analyse et un reporting. Donc pour ça, on a défini une architecture réactive à base de micro-composants, l'objectif étant surtout d'être extrêmement scalable, sans limite, et de façon continue. Un élément important, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'on est confronté à une très très grande diversité des protocoles. Une transaction de paiement dans un pays ou dans un autre, avec un instrument de paiement ou avec un autre instrument de paiement, ça ne contient pas les mêmes éléments de données. Si on veut faire des services à valeur ajoutée, il faut aussi s'adapter aux besoins de telle ou telle wallet dont les conditions d'échange ne correspondent pas aux mêmes échanges de données. Du coup, associé à ces services très divers, on a toujours des paramètres de service. D'une banque à l'autre, on va souhaiter gérer un ensemble de paramètres différents parce que pour telle ou telle banque, l'analyse de la validité de tel ou tel commerçant peut varier. Et il va souhaiter définir des conditions d'usage un peu différentes. Et donc toute l'architecture, elle est basée, compte tenu de notre expérience, sur la réduction du time to new data type support, c'est-à-dire le temps qu'il nous faut pour accepter un nouveau data element dans l'architecture. Et on veut que ça, ce soit le plus petit possible. Du coup, on a décidé de standardiser tous les échanges d'informations sur des formats JSON, d'utiliser une base NoSQL et d'utiliser un moteur de recherche pour faciliter l'accès aux informations. Un moteur de recherche, c'est un outil extraordinaire pour faire du filtrage et de l'agrégation. Donc, voilà ce qu'on a fait. Aucune table, ligne, colonne dans notre environnement. Un commerçant, surtout quand on lui route les flux vers sa banque, ça ne peut pas s'arrêter. Donc on a un design for failure, notre système doit être résistant aux pannes. Et donc on a conçu un système qui s'auto-surveille et qui, en cas de défaillance d'un composant hardware ou logiciel, réagit un peu de lui-même pour assurer une continuité de service. J'en ai parlé tout à l'heure, il nous faut quelque chose qui soit économique à exploiter, parce qu'on est plutôt sur une logique de volume et avec des prix unitaires bas. Et puis, on a décidé d'automatiser toutes les mises en production, des évolutions de version sur plusieurs data centers. Alors, l'architecture globale est celle-là. On a plusieurs types d'acteurs qui, en haut, quand vous voyez Transaction Routing and Servicing, ça fait de l'acquisition de données. Il y a différents formats, différentes conditions, de la réplication pour accepter des gros volumes. Et puis, toutes les informations business et tous les événements techniques sont publiés sur un bus d'événements qui s'appelle Kafka. Et on a tous les fournisseurs des services qu'on peut caractériser dans l'architecture comme étant des consommateurs de données qui vont assurer la persistance des données dans Couchbase, assurer la disponibilité des données dans Elasticsearch, de façon à proposer le portail marchand ou le portail pour la banque qui va permettre de superviser l'activité, d'ouvrir le service pour de nouveaux marchands, pour ouvrir le service pour de nouveaux magasins. On est complètement dans une logique aussi de self-service pour le commerçant qui n'a pas besoin d'appeler sa banque pour enregistrer un nouveau terminal de vente, enregistrer un nouveau magasin dans son business. Et puis on a, comme je le disais, une supervision et un monitoring qui automatise le plus de choses possible, mais qui laisse aussi
la possibilité de superviser le bon état de fonctionnement de chacun des composants. Alors, on a une architecture qui découple l'acquisition de données de son exploitation. Ça nous permet très simplement d'accueillir de nouvelles sources de données ou de nouveaux consommateurs de données. Le bus d'événements Kafka, il nous sert d'amortisseur aux charges. Alors, on est capable de supporter une très très grosse charge en pic parce qu'il y a le bus d'événements qui permet de façon asynchrone de garder de façon sûre toutes les informations qui sont acquises de l'extérieur. Et puis derrière, l'utilisation généralisée de documents JSON nous permet une grande flexibilité quant aux données manipulées et gérées sur la plateforme. Et puis cette architecture extrêmement modulaire, elle permet d'être scalable sans limite et surtout composant par composant. On peut facilement mettre plus de ressources, plus de capacités techniques sur telle ou telle fonction du système en fonction de la charge. Alors, comme c'est une offre qui est proposée de façon mondiale, comme c'est une offre qui est destinée aussi à être enrichie par des centres de R&D qui ne sont pas partie de la R&D groupe, mais de la R&D locale dans tel ou tel pays, on a mis en place une logique un peu d'open source interne, qui permet à tout le monde de faire des additions sur la plateforme, de tester ça sur une sandbox et d'automatiser le déploiement sur plusieurs data centers. Donc aujourd'hui, on a en déploiement cette solution sur Amazon dans certaines géographies, mais également dans les data centers d'Ingenico à Paris pour la France et au Japon pour cette zone géographique. Et donc on a complètement automatisé tous ces éléments-là et mis en relation tous ces data centers dans une logique de réplication très rapide et de montée de version très rapide. Alors, Couchbase, dans cet environnement-là, alors j'ai un peu indiqué quelles étaient nos exigences en termes de projet. Les raisons pour lesquelles on a choisi Couchbase, on a considéré différentes solutions qu'on a comparées. À la fin, les raisons qui font qu'on a choisi Couchbase correspondent à deux éléments importants de nos exigences. À la fois l'agilité, tout le développement s'est fait en mode agile. Toutes les 2 semaines, on a une nouvelle version de la solution. On est aussi agile dans un co-développement entre la R&D groupe et la R&D dans les régions. Et puis la scalabilité, on peut commencer petit et on veut pouvoir monter facilement. Donc pour nous, on a trouvé dans Couchbase une bonne solution en termes de flexibilité du modèle de données. On a trouvé une bonne solution qui accepte également les solutions sur mobile. C'était un élément important dans notre solution MPOS, un terminal de paiement associé à un smartphone ou à une tablette, de pouvoir répliquer un certain nombre de données entre les serveurs centraux et les mobiles. J'y reviendrai dans quelques instants. On a trouvé que c'était la meilleure solution pour travailler à n'importe quelle échelle. On a des géographies qui commencent seulement à avoir une approche de vente de services au-delà de la vente du hardware du terminal. Et donc on doit pouvoir commencer petit, tout en étant économiquement viable et pouvoir monter en charge facilement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on a trouvé de façon extrêmement facile dans Couchbase, de pouvoir faire du scale-out, c'est-à-dire de façon continue, on a plus de capacité parce qu'on rajoute des machines les unes à côté des autres, plutôt que de faire grossir des machines. On a trouvé que les mécanismes de sharding et de réplication étaient tout à fait performants, y compris la logique d'extension d'un cluster et de rebalancing, soit en augmentant des ressources, soit en diminuant des ressources. On a mis ça à l'épreuve et on a trouvé que c'était la meilleure solution de ce point de vue-là. Et puis, on investit avec une offre de services nouvelle, des géographies où on n'a pas des collaborateurs ingénico qui ont beaucoup d'expérience en termes d'administration de systèmes temps réel, avec forte exigence de continuité de service. Et donc on a trouvé que globalement l'architecture du cluster Couchbase et les outils qu'on pouvait voir étaient meilleurs que ceux qu'on pouvait trouver sur des offres concurrentes. Alors, en termes de retour d'expérience, il y a toujours une grande motivation des utilisateurs de bases de données NoSQL
sur le fait qu'en fait, ce n'est pas des bases qui réclament un travail préalable important en termes de définition d'un schéma de base de données. Et donc, la promesse, c'est qu'une base de données schémaless, enfin, sans schéma de données prédéfinies à l'avance, eh bien, elle vous permet très facilement, très rapidement, d'ajouter de nouveaux features, de nouvelles fonctionnalités à votre solution. C'est tout à fait exact. Néanmoins, notre expérience, c'est que quand on est sans schéma dans l'utilisation de la base de données, on est sans schéma explicite. Dans votre base de données relationnelle, vous avez un schéma explicite qui vous est exigé de la part de la base de données relationnelle. Quand on est en NoSQL, en fait, vous avez un schéma quand même, mais il est implicite et ça devient la responsabilité des développeurs de chaque composant applicatif de comprendre ce schéma implicite et de respecter et de bien comprendre la façon dont vous avez organisé vos données. Donc c'est plus facile, néanmoins, il ne faut pas négliger le fait qu'il faut extrêmement bien documenter ce schéma implicite qui n'est plus sur un support très rigide, technique, mais très rigide, donc il est plus flexible, mais néanmoins, il faut faire attention, surtout quand on est avec des équipes de développement qui peuvent être réparties sur différents sites, avec des objectifs un peu différents, servant des clients différents, que ce schéma implicite, s'il est caché, peut vous poser des problèmes. La deuxième raison qui est très intéressante pour un schéma implicite, c'est que ça vous simplifie les migrations de données. C'est vrai qu'on a tous connu le cauchemar ou les difficultés de migration de données d'une version à une autre avec une base de données relationnelle. C'est vrai qu'avec une base de données JSON telle que Couchbase, c'est plus simple. Néanmoins, ça nous est arrivé, et on a eu quelques loupés, ça nous est arrivé de négliger les outils de migration nécessaires qui assurent une continuité parce qu'on a enrichi fonctionnellement la solution et qu'on a quand même changé des choses qui ont un impact dans la structure de base de données et qu'il faut quand même faire de la migration plus simple, mais ce n'est pas un problème qui est complètement éliminé, vous devez vous en préoccuper. Par contre, il y a une extrêmement grande valeur dans ce type de base de données à gérer ce qu'on pourrait appeler des données non uniformes, gérer toutes les particularités qu'on peut observer dans notre solution, géographie par géographie, instrument de paiement par instrument de paiement, connexion à une banque plutôt qu'à une autre, type de service réglementé d'une certaine façon ou proposé par une banque de façon différente que de la voisine, de celle de la banque voisine ou concurrente. Et donc c'est extrêmement intéressant de pouvoir avoir des données très flexibles, à la fois sur l'objet transaction, paiement, mais aussi sur tout ce qui correspond au paramétrage des services offerts aux marchands, qui, d'un client banquier à un autre, trouvent des différences importantes, et donc on peut mettre en œuvre de façon très simple dans ce type d'architecture. Dernier point, on est aussi très satisfait, on a trouvé une très bonne solution dans la gestion, et ce n'est pas si courant de trouver des solutions qui sont adaptées au mobile et au monde des serveurs, au monde des mobiles et au monde des serveurs. Donc ça, c'est juste un schéma qui, dans notre solution MPOS, si je suis un commerçant et que j'ai plusieurs MPOS, donc terminal de paiement ou de vente basé à la fois sur un smartphone et un add-on de paiement, j'ai besoin d'avoir la liste de mes produits, j'ai besoin d'avoir la liste des prix. Ça a été extrêmement simple d'avoir une base pour chaque commerçant de catalogue produits avec différentes informations, du contenu multimédia, et évidemment un taux de TVA et un prix, et de faire en sorte que ces informations soient toujours à jour sur tous les MPOS, sur tous les mobiles des vendeurs, des commerçants. Donc là, on a trouvé un très bon support dans Couchbase avec une uniformité par rapport à toute la gestion des données qu'on a sur les serveurs. Voilà ce que je voulais vous présenter, et donc je crois qu'on a juste quelques minutes pour des questions, si vous en avez. Alors juste peut-être un mot, oui j'ai indiqué sur quel data center on est. L'état de développement, c'est que on est en Thaïlande, à Singapour, au Japon, en France, et donc on commence une montée en charge pour nos clients dans chacune de ces géographies-là.
On devrait ouvrir l'Angleterre, latino-américain, bientôt aussi. Oui. Bonjour. Est-ce que ça veut dire que vous avez mis un Couchbase mobile dans les TPE? Non, pas dans le TPE. Alors, comme je vous ai indiqué, hein, le MPOS, c'est un objet à deux faces. C'est d'un côté un smartphone, de l'autre côté un TPE. Et donc, le catalogue produit, les prix sont du côté smartphone. Le TPE est un objet quand même très soumis à beaucoup de régulations. Donc, on ne met pas toujours tout ce qu'on veut sur un TPE. Bonjour. Donc pour rebondir sur la question de monsieur, vous avez également activé le module Sync Gateway pour la réplication de données entre le serveur et les bases embarquées dans les MPOS. Oui. Et elle se situe où dans votre architecture par rapport au bus Kafka? Là, j'ai fait une architecture simplifiée qui était juste sur le reporting. Mais imaginez qu'à côté du reporting, vous avez simplement la base produit pour chaque marchand. Et donc le marchand, il a la capacité dans son portail de dire voilà des nouveaux produits, voilà les informations associées. Et quand il est content de ça, il dit ça c'est bon, envoyez ça sur tous mes MPOS. Bien, c'est la période d'autres questions. Merci beaucoup.